Seconde Guerre mondiale. Ces mots font surgir des images saisissantes. Batailles, villes détruites. Millions de soldats. Mais aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire méconnue. L'histoire de femmes qui se sont retrouvées outre-Atlantique, loin de chez elles. Prisonnières de guerre. Imaginers, 1945. La guerre en Europe touche à sa fin. Des milliers de soldats allemands se rendent aux Alliés. Parmi eux, il n'y avait pas que des hommes. Des femmes servaient aussi dans diverses unités auxiliaires de la Wehrmacht et de la Luftwaffe. Leur destin prit une tournure inattendue. Nombre d'entre elles se retrouvèrent dans des camps de prisonniers de guerre sur le territoire des États-Unis. Et c'est là qu'un événement les bouleversa profondément. Quelque chose de simple et banal pour les Américains, mais d'incroyable pour celles qui avaient passé les dernières années en Allemagne en guerre. On leur offrit du savon, du vrai savon pour se doucher. Ce détail peut paraître insignifiant, mais il révèle toute une histoire sur la façon dont la guerre a bouleversé le quotidien, sur le contraste entre l'Europe déchirée par les combats et l'Amérique lointaine, et sur la dignité humaine dans les circonstances les plus difficiles. Il est essentiel de comprendre qui étaient ces femmes allemandes prises au piège par les Américains. Dans l'Allemagne nazie, les femmes ne servaient pas dans les unités combattantes, mais elles jouaient un rôle important dans la machine de guerre du Troisième Reich. Avec le début de la guerre totale, de plus en plus de femmes furent enrôlées dans diverses organisations auxiliaires. Il existait une organisation appelée Elrin, auxiliaire de la guerre. Elle travaillait comme spécialiste des communications, opératrice téléphonique et radar. On trouvait également des femmes dans la Luftwaffe, où elles aidaient à manœuvrer les canons anti-aériens. Bien qu'elles n'aient pas été considérées comme combattantes auparavant, beaucoup servirent dans le corps auxiliaire SS-UFIN. Elles travaillaient dans les hôpitaux, les services administratifs et s'occupaient de la documentation. Certaines, malheureusement, servirent comme gardiennes dans les camps de concentration. Leur sort après la guerre fut tout autre. Elles furent jugées pour crimes de guerre. Mais la majorité des femmes allemandes en uniforme étaient des employées ordinaires, effectuant des tâches routinières. Parmi elles se trouvaient de jeunes filles issues de familles de la classe moyenne, convaincues par La propagande. des femmes au foyer étaient mobilisées, et d'autres tentaient simplement de survivre dans un contexte de guerre totale. À la fin du conflit, lors de l'entrée en guerre des Alliés en Allemagne, nombre de ces femmes furent faites prisonnières. La plupart restèrent en Europe, dans des camps situés en Allemagne, en France et en Belgique, mais certaines furent déportées outre-Atlantique vers les États-Unis. Pourquoi ? À cette époque, l'Amérique détenait sur son territoire des centaines de milliers de prisonniers de guerre allemands. Environ 380 000 personnes. Il s'agissait d'un choix logistique. Les prisonniers étaient maintenus à l'écart. Des zones de combat et leur travail étaient employés dans l'agriculture et l'industrie, conformément aux conventions de Genève. Les femmes parmi ces prisonniers étaient peu nombreuses, quelques centaines, peut-être un millier. Le nombre exact reste sujet à débat historique. Imaginez ces femmes traversant l'Atlantique à bord d'un navire de transport militaire. Beaucoup n'avaient jamais vu l'océan. Nombre d'entre elles avaient passé des années sous les bombardements, dans des villes en ruine où chaque jour était une lutte pour La Surbie. La traversée durait environ 2 semaines. Les conditions à bord étaient spartiates, mais pas cruelles. Le personnel militaire américain respectait la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Les prisonniers étaient nourris et bénéficiaient de soins médicaux de base. Mais qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans la tête de ces femmes ? La propagande allemande leur avait répété pendant des années que les Alliés, et en particulier les Américains, étaient des barbares, et que les prisonniers étaient voués à un sort terrible. Nombre d'entre elles s'attendaient au pire. Certaines ont raconté plus tard qu'au cours de la traversée, elles avaient essayé d'imaginer ce qui les attendait. Serait-on forcé de travailler dur ? Serait-on maltraité ? Reverrait-on un jour leur foyer, leur famille ? Pendant ce temps, le navire approchait des côtes américaines, un pays qui n'avait jamais connu la guerre sur son propre sol. Un pays où les usines tournaient à plein régime, produisant des quantités sans précédent d'armes, d'équipements, de nourriture et de biens de consommation courante. Pour comprendre la surprise des prisonniers allemands, il est nécessaire de comprendre à quoi ressemblait l'Amérique à cette époque. La guerre. Oui, les États-Unis étaient en guerre. Oui,
Certains produits étaient rationnés. Des millions d'hommes mobilisés, mais le territoire américain n'était pas bombardé. Les villes américaines n'étaient pas en ruines. L'industrie américaine était florissante. Les États-Unis devinrent, selon l'expression du président Roosevelt, l'arsenal de la démocratie. Les usines tournaient à plein régime, produisant des chars, des avions, des navires, mais aussi des biens de consommation courante. Les Américaines travaillaient dans les usines, remplaçant les hommes partis au front. Elles rivetaient des avions, assemblaient des moteurs, soudaient l'acier. Le symbole de cette époque était Rosie la riveteuse, image de la femme travailleuse et forte. Mais en même temps, on pouvait acheter du savon dans les magasins américains. Du vrai savon, pas des imitations. On trouvait du dentifrice, du shampoing, des cosmétiques. Certes, certains produits étaient rares et distribués par le biais de cartes de rationnement, mais les produits de première nécessité étaient disponibles. L'industrie chimique américaine produisait du savon à l'échelle industrielle. Des entreprises comme Procter & Gamble, Colgate et Levi Brothers continuaient de fournir des produits aux militaires et aux civils. Pour les Américains, le savon était un produit tout à fait ordinaire, auquel on ne pense même pas. On said ouch. Avec du savon et on n'y pense plus. Mais pour l'Europe, et surtout pour l'Allemagne durant les dernières années de la guerre, c'était un luxe. Imaginons-nous maintenant en Allemagne en temps de guerre. Que advenait-il alors un produit aussi simple que le savon? Dès le début du conflit, le régime nazi imposa une stricte économie des ressources. Toute l'économie fut réorientée vers les besoins militaires. La production de biens destinés à la population civile chuta brutalement. Le savon nécessite des graisses, animales ou végétales. Ces graisses étaient indispensables à la fabrication d'explosifs, de glycérine et d'autres substances vitales pour l'effort de guerre. Le choix était simple, savon ou munitions. Le régime choisit les munitions. Dès 1939, l'Allemagne instaura un système de rationnement pour le savon. Chaque personne recevait une petite quantité par mois. Environ 50 à 100 G. C'était à peine suffisant pour l'hygiène de base. Mais la situation s'aggrava d'année en année. Entre 1943 et 1944, le savon avait pratiquement disparu. Le savon distribué par le biais des cartes de rationnement était un substitut à base d'argile, de sable et de divers composés chimiques. Il moussait mal, irritait la peau et dégageait une odeur nauséabonde. Les Allemandes essayaient de fabriquer du savon. Elles-mêmes. Elles récupéraient de la graisse d'os et des cendres pour faire du savon. Mais même cela devenait de plus en plus difficile. Il n'y avait pas assez de matières premières ni de combustible pour cuisiner. Sous les bombardements constants, alors que les villes se transformaient en amas de décombres et que la nourriture, l'eau et les abris manquaient cruellement, l'hygiène passait au second plan. Pendant des mois, il était impossible de se laver correctement. Imaginez la vie dans un abri anti-bombe, dans une cave où il n'y avait peut-être même pas d'eau courante. Imaginez que l'eau soit précieuse. Chaque goutte compte. On ne pouvait se laver qu'occasionnellement à l'eau froide, sans savon. Les cheveux devenaient gras. La peau se cobrait de saleté. Une odeur insupportable pour des femmes élevées dans la tradition allemande de propreté et d'ordre. C'était particulièrement difficile. Les Allemands avaient toujours été fiers de leur culture, de la propreté et de l'ordre. Et soudain, l'impossibilité de maintenir une hygiène élémentaire devenait insupportable. De nombreuses Allemandes servant dans l'armée bénéficiaient de conditions légèrement meilleures que la population civile. Mais même elles avaient rarement accès au savon. Celui distribué dans les casernes était de piètre qualité. À la fin de la guerre, au printemps 1945, lorsque ces femmes furent capturées, beaucoup n'avaient pas vu de savon ordinaire. Depuis des mois, voire des années. Ainsi, les prisonnières de guerre arrivèrent en Amérique. Elles furent conduites dans des camps spécialement aménagés pour les détenus. Ces camps étaient le plus souvent situés dans des zones rurales du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et d'autres États. Ils consistaient en des complexes de baraquements derrière, des barbelés, avec des miradors. Mais les conditions de vie y étaient incomparablement meilleures que dans l'Allemagne ravagée par la guerre. Les baraquements étaient solides et chauffés.
Il y avait des réfectoires où elles étaient nourries 3 fois par jour. Des soins médicaux et, point important pour notre récit, des douches. La procédure d'arrivée au camp était Standard. les prisonnières étaient enregistrées, examinées pour détecter d'éventuelles maladies et soumises à un traitement sanitaire. Et c'est là que se produisit l'événement qui stupéfia les Allemandes, on les conduisit aux douches. Beaucoup ont probablement ressenti de la peur. La propagande allemande avait raconté toutes sortes d'horreurs sur le traitement réservé aux prisonniers. Une douche collective dans un lieu inconnu, sous la surveillance d'inconnus. Mais ensuite, on leur donna du savon. Du vrai savon. Pas un morceau de savon de la taille d'un timbre-poste, mais une pleine barre. De savon de toilette. Parfois même pas une seule barre, mais plusieurs pour le corps, pour les cheveux. Imagines. Ce qu'elles ont ressenti. Après des années de pénurie, après des mois où l'hygiène élémentaire était un luxe inaccessible. Et maintenant l'eau chaude qui coulait de la douche est dans leurs mains, du vrai savon qui mousse, qui sent bon. De nombreuses femmes ont raconté plus tard que c'était le moment où elles s'étaient senties à nouveau humaines pour la première fois depuis longtemps. Ni soldats, ni prisonniers, ni rouages d'une machine, mais des personnes. Des femmes qui pouvaient être propres. Certaines ont pleuré sous la douche de soulagement, de surprise, des Emotions accumules. la guerre, la captivité, un avenir incertain, et soudain cette simple joie humaine, se laver au savon. Les gardes américains qui observaient la scène ne comprenaient pas toujours cette réaction. Pour elles, le savon était une évidence. Mais les plus perspicaces finirent par comprendre que ces femmes revenaient de l'enfer. D'un monde où tout était détruit, où les choses les plus simples avaient disparu. La vie dans les campés américains était strictement réglementée, mais généralement conforme aux normes internationales. Les femmes étaient détenues séparément des hommes dans des sections spéciales. Elles étaient peu nombreuses, si bien que leurs conditions de vie étaient parfois même meilleures que celles des prisonniers masculins. La routine quotidienne était immuable. Réveil, petit déjeuner, travail ou activité, déjeuner, temps libre, dîner, extinction des feux. Les prisonniers étaient employés au travail. Le plus souvent dans l'agriculture, dans les champs et les vergers. Cette pratique était autorisée par la Convention de Genève. Et une modeste compensation était versée. Ils étaient bien nourris, selon les normes militaires américaines, viande, légumes, pain, lait. Pour celles qui avaient survécu à l'Allemagne affamée des dernières années de la guerre, c'était l'abondance. Mais revenons à la question de l'hygiène. Le savon était distribué régulièrement. Il était possible de prendre une douche plusieurs fois par semaine, parfois plus. Des serviettes étaient fournies. Et parfois même des brosses à dents et du dentifrice. Pour les Allemandes, c'était un retour à la civilisation. La possibilité d'être propre, soigné, bien coiffé. Cela fait partie de la dignité féminine, du respect de soi. Et ici, captives avec l'ennemi, elles recevaient ce qui leur manquait chez elles. Un paradoxe. De la guerre. Une prisonnière dans un camp vivait mieux que les civils et détruisait l'Allemagne. Elle était à l'abri des Bombardments. Elle était nourrie. Elle était propre. Nombre de femmes écrivaient à leur famille. C'était autorisé. Bien sûr. Les lettres étaient censurées. Dans ces lettres, elles ne pouvaient pas exprimer ouvertement leur surprise quant à leurs conditions de vie. Cela aurait contredit la propagande allemande. Mais des allusions se glissaient entre les lignes. Ici, tout n'est pas comme on nous l'a dit. Je suis bien traité. Nous avons tout le nécessaire. Bien sûr, il s'agissait toujours de captivité derrière des barbelés, sous surveillance, loin de chez elles. Beaucoup de femmes s'inquiétaient du sort de leur famille en Allemagne, où la guerre continuait, où les bombes tombaient, où régnait la faim et la dévastation. Mais dans le camp, régnait une étrange stabilité. La guerre était, quelque part, là-bas, au loin. Et ici, la routine, l'ordre et la possibilité de prendre une douche au savon chaque semaine. Cette histoire de savon n'est pas qu'une simple curiosité, ni un détail amusant. Elle nous éclaire sur des processus psychologiques plus profonds. D'abord, ce fut un coup dur porté à la propagande. L'Allemagne nazie avait passé des années à inculquer à sa population que ses ennemis étaient des barbares, que la captivité était pire que la mort, que les Alliés traiteraient les prisonniers avec cruauté. Et soudain,
Des femmes se retrouvent captives et on leur donne du savon. Elles sont nourries. Elles sont traitées humainement. Comment concilier cela avec des années de propagande? De nombreux prisonniers allemands, hommes et femmes, ont vécu une sorte d'éveil. Ils ont commencé à comprendre qu'on leur avait menti, que le monde n'était pas tel que la propagande l'avait décrit. Ensuite, c'était une question de dignité. Dans des conditions de guerre, de faim et de dévastation, une personne perd de nombreux aspects de la vie normale, la saleté, les poux, les maladies. Cela humilie, cela prive une personne du sentiment de sa propre valeur. Être propre, c'est retrouver sa dignité. C'est un retour à l'humanité. Et le fait que cela se soit produit en captivité chez l'ennemi fut une expérience particulièrement marquante. Troisièmement, il y avait le contraste. Le contraste entre un système totalitaire qui avait subordonné toute vie à la guerre, privé les gens des choses les plus essentielles, et une société démocratique, qui, même en temps de guerre, maintenait un certain niveau de vie, certaines valeurs. Les États-Unis, malgré leurs problèmes et leurs lacunes, n'ont pas transformé leur pays en camp militaire. Les Américains ne souffraient pas de la faim. Ils avaient du savon. Et ils pouvaient même en donner à leurs ennemis, car c'était ceux qu'exigeaient les normes internationales et leur propre conception de l'humanité. Pour certaines Allemandes, cette expérience marqua le début d'une remise en question. Pas pour toutes, bien sûr. Certaines restèrent convaincues d'être nazies jusqu'au bout. Mais beaucoup commencèrent à se demander, et si nous combattions du mauvais côté? Et si on nous avait menti? Après la guerre, lorsqu'elles rentrèrent en Allemagne, elles emportèrent avec elles cette expérience. L'expérience que l'ennemi s'était révélé plus humain que leur propre régime. La guerre prit fin en mai 1945. Mais les prisonniers de guerre allemands ne rentrèrent pas immédiatement chez eux. Le processus de rapatriement dura des mois, parfois des années. Les femmes furent renvoyées chez elles. Plutôt que les hommes, généralement fin 1945 ou début 1946. Elles traversèrent à nouveau l'Atlantique, cette fois dans l'autre sens. Elles retournaient dans un pays dévasté. L'Allemagne était en ruine. Les villes étaient bombardées, l'industrie anéantie, des millions de morts, des millions de disparus. La faim, le froid et la misère sévissaient. Pour beaucoup, le retour fut un choc. Là-bas, en Amérique, dans le camp, elles avaient vécu mieux qu'à présent, en liberté. Il n'y eut pas de savon dans l'Allemagne d'après-guerre. Pendant encore plusieurs années. Ce n'est qu'avec le début du plan Marshall et la reprise économique que les produits de première nécessité commencèrent à apparaître. Ces femmes racontèrent leur histoire, pas toujours ouvertement. Dans l'Allemagne d'après-guerre, le sujet de la captivité était complexe. Mais au sein de leur famille et de leur cercle d'amis, elles se confiaient. Vous savez, là-bas, en Amérique, on avait du savon. Du vrai savon. Pour certaines, cela paraissait presque incroyable. Comment était-ce possible? Avec l'ennemi en captivité, c'était mieux qu'à la maison. Mais cette histoire s'inscrit dans une vérité plus vaste concernant la Seconde Guerre mondiale. La vérité sur la façon dont les régimes totalitaires détruisent la vie de leurs citoyens, sur la façon dont la guerre détruit non seulement les individus, mais aussi le tissu même de la vie quotidienne. Et sur la façon dont, même dans les circonstances les plus sombres, même en captivité, de simples gestes d'humanité, de l'eau chaude, un savon, une serviette propre, peuvent redonner espoir et dignité. L'histoire de ces prisonnières de guerre allemandes surprises de trouver du savon dans les camps américains est bien plus qu'une simple anecdote historique. Elle nous rappelle que la guerre ne se résume pas aux batailles et à la politique. Elle bouleverse le quotidien de millions de personnes. Elle les prive des choses les plus élémentaires. La propreté, le confort, la dignité. C'est aussi l'histoire du contraste entre deux systèmes, de la différence entre une société qui a mobilisé toutes ses ressources pour une guerre totale et une société qui a su maintenir un équilibre entre les besoins militaires et la vie normale. Et c'est une histoire d'humanité qui montre que même les ennemis peuvent et doivent être traités avec humanité. Respecter les normes internationales. Prendre soin des prisonniers de guerre, ce n'est pas une faiblesse, mais un signe de civilisation. Nombre de ces Allemandes ont vécu longtemps dans l'Allemagne d'après-guerre. Elles ont été témoins de la reconstruction de leur pays, du miracle économique,
de la transformation de l'Allemagne en une démocratie prospère, et peut-être même, parfois, de la possibilité de prendre une douche chez elle. Elle se souvenait de ce moment où, après une longue captivité dans un camp de prisonniers de guerre de l'autre côté de l'océan, elles avaient tenu pour la première fois un vrai savon entre leurs mains, un moment où elles avaient compris que le monde était plus complexe que ce que la propagande leur avait laissé entendre. Du savon, une chose si simple. Mais parfois, les choses les plus simples racontent les histoires les plus importantes.